Attention, ce que vous allez entendre aujourd'hui va totalement changer votre perception des rapports de force en Europe. Macron en larmes, Meloni qui renverse la France, un scénario inimaginable il y a encore quelques mois, et pourtant, il se déroule sous nos yeux. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce que les médias préfèrent taire, les tensions secrètes, les coups diplomatiques et le moment exact où tout a basculé. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier élément pourrait redéfinir l'avenir politique du continent. Avant de commencer, pensez à laisser un like et à vous abonner au canal pour ne rien manquer des révélations qui arrivent. Préparez-vous, car ce qui suit va vous surprendre. Un parfum d'effondrement flotte désormais au-dessus de Paris. Les couloirs de l'Élysée résonnent d'un silence pesant, tandis que les institutions de la République vacillent sous le poids d'une crise sans précédent. Le président français semble à bout de souffle, épuisé par les tensions incessantes qui déchirent le pays. Personne n'aurait pu imaginer qu'un simple message venu de Rome allait transformer cette fragilité en catastrophe nationale. Giorgia Meloni, la dirigeante italienne, vient de frapper là où personne ne l'attendait, avec une précision chirurgicale qui laisse les observateurs médusés. Son intervention, formulée en français, résonne comme une déclaration de guerre symbolique contre l'establishment parisien. Dans cette brèche ouverte par la leader italienne, c'est tout l'équilibre du pouvoir français qui s'effondre brutalement. Emmanuel Macron apparaît désormais comme une figure tragique, le visage fermé, les traits tirés par l'épuisement d'un combat qu'il semble avoir perdu d'avance. La déclaration de Meloni frappe par sa simplicité dévastatrice et son audace politique calculée. En s'exprimant dans la langue de Molière, elle ne cherche pas simplement à communiquer avec un public étranger, mais à provoquer directement le cœur du pouvoir français. Cette stratégie révèle une compréhension profonde des mécanismes psychologiques qui régissent la politique européenne contemporaine. L'Italie, longtemps considérée comme le maillon faible de l'Union européenne, se pavane désormais avec une note économique relevée par les agences internationales. Cette reconnaissance financière devient pour Meloni la preuve éclatante que la stabilité politique et la rigueur conservatrice portent leurs fruits. Pendant ce temps, la France s'enfonce dans un chaos institutionnel qui paraît insurmontable, marqué par l'incapacité chronique à former un gouvernement stable. Le contraste entre les deux nations devient le symbole d'un basculement géopolitique majeur au sein de l'Europe. L'offensive de Meloni ne surgit pas du néant, elle s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à redéfinir les rapports de force européens. La dirigeante italienne a compris que la faiblesse française représente une opportunité historique pour repositionner son pays au centre du jeu continental. En affichant sa confiance et en célébrant les succès économiques italiens, elle construit méthodiquement une image de stabilité qui contraste violemment avec le désordre parisien. Cette communication politique ne vise pas uniquement à humilier la France, mais à démontrer qu'une alternative conservatrice existe face au modèle progressiste incarné par Macron. Les capitales européennes observent ce duel avec une attention soutenue, conscientes que l'issue de cette confrontation pourrait redessiner la carte du pouvoir continental. Rome n'hésite plus à affirmer ses ambitions, tandis que Paris semble incapable de répondre avec cohérence. Le message de Meloni résonne comme une prophétie autoréalisatrice qui accélère la décomposition du système politique français. Face à cette offensive venue du Sud, Emmanuel Macron tente désespérément de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe complètement. Sa réponse consiste à nommer Sébastien Lecornu comme Premier ministre, un choix qui reflète davantage la fidélité personnelle que la recherche d'une véritable rupture politique. Ce proche du président, connu pour son alignement sans faille sur les positions élyséennes, se retrouve propulsé à la tête d'un gouvernement avant même que celui-ci n'existe véritablement. Dès sa nomination, Lecornu comprend l'ampleur du piège dans lequel il vient de tomber. Il hérite d'une machine politique brisée, sans majorité parlementaire claire, avec une opposition déchaînée et un pays profondément divisé. Les Français, lassés des manœuvres politiciennes, observent cette énième tentative avec un cynisme désabusé. La nomination de Lecornu apparaît comme le symbole d'un pouvoir qui refuse obstinément de regarder la réalité en face, préférant le confort des habitudes aux nécessités du changement. La composition du nouveau gouvernement achève de démontrer l'incapacité du pouvoir à comprendre l'urgence de la situation française. Lorsque la liste des ministres tombe, c'est une douche froide qui saisit l'opinion publique et les observateurs politiques. Les mêmes visages réapparaissent, les mêmes noms circulent, les mêmes promesses creuses sont formulées dans un exercice de communication devenu pathétique. Cette photocopie du passé révèle l'épuisement intellectuel d'un système qui tourne en rond, incapable de se réinventer face aux défis du moment. Les Français comprennent immédiatement que rien n'a changé et que rien ne changera sous cette configuration politique fossilisée. Le pouvoir continue de se mentir à lui-même, enfermé dans une bulle où les réalités du pays ne pénètrent plus. Cette composition gouvernementale devient le symbole d'une arrogance politique qui refuse de reconnaître l'ampleur de sa défaite. Les réseaux sociaux s'enflamment, les commentateurs s'indignent, et la colère monte dans un pays qui se sent trahi une fois de plus.
Mais personne, absolument personne dans les cercles du pouvoir ou de l'opposition, n'aurait pu imaginer la catastrophe qui s'apprête à frapper. À peine le gouvernement présenté au pays, à peine les ministres installés dans leurs bureaux encore tièdes, que survient l'impensable. Sébastien Lecornu remet sa démission dans un geste qui sidère la nation tout entière et provoque une onde de choc à travers l'Europe. Le gouvernement le plus éphémère de toute l'histoire de la Ve République vient de naître et de mourir dans un laps de temps qui défie l'entendement. Cette démission express devient instantanément une humiliation nationale, une preuve vivante et insupportable de l'impuissance présidentielle à gouverner le pays. Le château de cartes macroniste s'effondre sous le regard médusé d'une Europe qui observe la scène avec un mélange d'incrédulité et de fascination morbide. Les chancelleries européennes réalisent soudainement que la France, pilier historique de la construction européenne, traverse une crise institutionnelle d'une profondeur inédite. Pendant que Paris brûle symboliquement dans le feu de cette crise politique dévastatrice, Giorgia Meloni observe la scène depuis Rome avec satisfaction. La dirigeante italienne ne peut réprimer un sourire en constatant que sa prophétie se réalise sous ses yeux avec une rapidité stupéfiante. Sa phrase prononcée quelques semaines plus tôt résonne désormais comme une prédiction visionnaire qui amplifie son aura politique sur la scène européenne. Le contraste entre les deux capitales devient insoutenable pour la fierté française. Une Italie stable qui affiche sa réussite face à une France à genoux qui accumule les humiliations. Les médias internationaux s'emparent de cette opposition binaire pour construire un récit simple mais dévastateur sur le déclin français. Meloni n'a jamais eu besoin d'en faire davantage. Elle a simplement planté une graine de doute qui a germé plus vite qu'elle ne l'espérait. Sa stratégie de communication a touché sa cible avec une efficacité redoutable, démontrant que les mots peuvent parfois frapper plus fort que les actes. Rome triomphe pendant que Paris s'enlise dans une spirale destructrice dont personne ne voit l'issue. Les observateurs politiques et les analystes européens ne s'y trompent pas dans leur lecture de cette séquence historique. Meloni n'a jamais parlé par hasard. Chaque mot de sa déclaration a été soigneusement pesé et calibré pour maximiser son impact. Elle a choisi ses mots avec la précision d'un chirurgien. Et surtout, elle a choisi sa langue avec une intention politique évidente. En s'adressant directement en français à l'opinion publique et aux élites parisiennes, elle voulait frapper fort et viser le cœur du système politique français. Son message devait être perçu comme une provocation, un défi lancé à la face d'un establishment progressiste qu'elle méprise profondément. À travers cette communication audacieuse, elle dit essentiellement aux Français que pendant qu'ils se noient dans leur querelle interne stérile, les conservateurs redressent leur pays avec détermination. Le résultat de cette stratégie dépasse toutes les espérances de la leader italienne, qui voit la France chanceler sous le poids de ses contradictions. Le président français perd la face publiquement, et les médias européens transforment cette défaite en une histoire qui résonnera longtemps dans les mémoires. L'impact médiatique de cette crise dépasse largement les frontières françaises et devient un événement européen majeur. Les journaux britanniques titrent sur la décision choc qui affaiblit irrémédiablement Macron face à ses adversaires politiques de tous bords. Les médias allemands, habituellement mesurés dans leurs commentaires sur la politique française, évoquent ouvertement une crise de légitimité sans précédent qui frappe le président. Dans les rédactions françaises elles-mêmes, un mot revient constamment pour qualifier la situation. Effondrement, un terme qui résume brutalement l'état du pouvoir. À l'Élysée, règne un silence de cathédrale qui contraste avec l'agitation fébrile des couloirs où les conseillers présidentiels tentent désespérément de limiter les dégâts. Un communiqué glacial et minimaliste annonce simplement que la démission du Premier ministre a été acceptée, sans un mot d'explication supplémentaire. Cette communication squelettique révèle l'absence totale de stratégie face à une crise qui déborde le pouvoir de toutes parts. Dans les couloirs du palais, les murmures sont assourdissants malgré le silence officiel qui pèse sur l'institution présidentielle. Les témoignages qui filtrent de l'intérieur de l'Élysée dressent le portrait d'un président complètement dépassé par les événements qu'il a lui-même contribué à créer. Macron ne sait plus quoi faire face à une situation qui échappe totalement à son contrôle habituel sur la narration politique. Les conseillers se succèdent dans son bureau, les téléphones chauffent dans tous les sens, les regards se croisent avec une inquiétude palpable qui contamine tout l'entourage présidentiel. La panique est devenue l'émotion dominante au sein d'un pouvoir qui avait construit sa légitimité sur le contrôle et la maîtrise absolue. Des sources proches du président racontent qu'en apprenant la démission de Lecornu, il aurait serré les poings si fort que ses jointures auraient blanchi. D'autres témoins affirment qu'il aurait quitté la salle de réunion tête baissée, les yeux humides, dans un état émotionnel rarement observé chez ce président réputé pour sa froideur stratégique. Ces images d'un Macron fragilisé, presque brisé, font le tour des cercles du pouvoir et contribuent à amplifier le sentiment d'un effondrement en cours. Le président qui incarnait la modernité européenne et la réforme audacieuse apparaît soudainement comme un homme isolé, dépassé par une réalité qui le submerge de toutes parts. Pendant que le pouvoir vacille dans les ors de la République, la rue française commence à gronder avec une intensité qui rappelle les grandes colères populaires. Les syndicats, toujours prompts à saisir les opportunités politiques,
dénoncent avec véhémence un chaos institutionnel qu'ils attribuent à un président qu'ils jugent hors de contrôle et déconnecté des réalités sociales. La CGT, fer de lance historique des mouvements sociaux français, appelle à une mobilisation générale pour exiger la fin d'un système politique qu'elle considère comme mortifère. Le Parti communiste, marginalisé depuis des années mais revigoré par la crise, réclame la nomination immédiate d'un Premier ministre de gauche pour sauver la République. Cette revendication, qui aurait semblé fantaisiste en temps normal, trouve soudainement un écho dans une opinion publique désorientée et en quête d'alternatives radicales. Les partis d'opposition, tous bords confondus, sentent que le moment historique est arrivé et qu'il faut frapper le pouvoir pendant qu'il est à terre. L'atmosphère politique devient électrique, chargée de cette tension qui précède généralement les grands bouleversements historiques. À droite de l'échiquier politique, les républicains traditionnels observent la décomposition du macronisme avec un mélange de satisfaction et d'opportunisme calculé. Ils parlent déjà ouvertement d'un président à bout de souffle, incapable de rassembler et de gouverner dans un contexte de fragmentation extrême. Ces élus, qui avaient longtemps hésité entre l'alliance et l'opposition frontale avec Macron, sentent maintenant que le vent tourne définitivement en leur faveur. Mais c'est du côté de l'extrême droite que la satisfaction est la plus évidente et la moins dissimulée devant les caméras. Marion Maréchal et Marine Le Pen savourent visiblement la débâcle présidentielle en attendant patiemment leur heure, conscientes que le vide politique créé finira par les appeler au pouvoir. Elles comprennent que chaque journée de chaos renforce leur position dans l'esprit d'électeurs désespérés et en quête d'un changement radical. Les sondages commencent d'ailleurs à refléter cette évolution de l'opinion, montrant une progression inquiétante des formations nationalistes dans les intentions de vote. Le paysage politique français se recompose sous les yeux d'observateurs qui assistent à un phénomène de transformation accélérée rarement observé dans une démocratie stable. Les rues des grandes villes françaises deviennent le théâtre de manifestations spontanées qui reflètent la colère et la frustration accumulées. Dans les artères de Lyon, sur la Canebière marseillaise, dans les quartiers populaires de Lille, les rassemblements s'improvisent avec une rapidité qui surprend même les organisateurs habituels. Des pancartes brandies portent des slogans sans ambiguïté: démission présidentielle, dissolution immédiate, retour du pouvoir au peuple français. L'atmosphère dans ces cortèges mêle la colère légitime à une forme de carnaval politique où se libèrent des années de frustration accumulée. Les forces de l'ordre, prises de court par l'ampleur et la simultanéité de ces mouvements, peinent à contenir des foules déterminées et organisées. Les images de ces manifestations font le tour du monde et contribuent à renforcer l'impression d'un pays au bord de l'explosion sociale. Les commentateurs politiques commencent à évoquer ouvertement la possibilité d'une crise institutionnelle majeure qui pourrait déboucher sur des scénarios imprévisibles et potentiellement dangereux. La France semble suspendue au-dessus d'un vide politique dont personne ne peut anticiper la profondeur réelle. Jean-Luc Mélenchon, leader historique de la gauche radicale française, saisit l'occasion pour réclamer une motion de destitution immédiate du président. Sa proposition, juridiquement complexe et politiquement explosive, trouve un écho favorable dans les rangs d'une gauche qui sent que le rapport de force bascule en sa faveur. Le tribun marseillais multiplie les interventions médiatiques pour marteler son message. Le système macroniste est mort et il faut maintenant construire autre chose sur ses ruines. Cette rhétorique apocalyptique résonne auprès d'électeurs qui ne croient plus aux promesses de réformes progressives et rêvent d'une rupture totale. De son côté, Marion Maréchal évoque un moment de bascule historique pour la France et pour l'Europe dans son ensemble. Elle positionne la crise française dans un contexte plus large de remise en question des élites progressistes et technocratiques qui ont gouverné le continent depuis des décennies. Marine Le Pen, plus calculatrice et prudente dans sa communication, maintient un silence stratégique qui amplifie sa présence politique. Elle sait que le vide créé par l'effondrement du pouvoir finira par l'appeler, et elle préfère attendre le moment optimal pour intervenir massivement. Cette tenue apparente contraste avec l'agitation générale et renforce son image de leader responsable et présidentiable auprès d'électeurs en quête de stabilité. Dans les couloirs feutrés du pouvoir parisien, la panique initiale se transforme progressivement en un chaos organisationnel qui paralyse toute prise de décision. Les conseillers présidentiels se succèdent dans les bureaux de l'Élysée, chacun apportant son diagnostic et ses solutions miracles qui se contredisent mutuellement. Les réunions de crise s'enchaînent sans produire de stratégie cohérente, révélant l'absence de plan B face à une situation que personne n'avait véritablement anticipée. Les téléphones sonnent sans interruption, reliant Paris aux autres capitales européennes où l'inquiétude grandit face à l'instabilité française. Les tentatives de sauver ce qui peut encore l'être se heurtent à une réalité brutale. Il n'y a plus de gouvernement fonctionnel, plus de majorité parlementaire stable, plus de cap politique clair. La France se retrouve dirigée par un président isolé dans son palais, observant impuissant un pays qui se délite sous ses yeux sans qu'il puisse intervenir efficacement. Cette paralysie du pouvoir contraste violemment avec l'agitation qui secoue le reste du pays et l'Europe entière. Les institutions républicaines continuent de fonctionner par inertie, mais chacun sent que cette situation ne peut durer indéfiniment sans provoquer une rupture majeure.
Le parallèle avec Rome devient chaque jour plus insupportable pour la fierté nationale française et ses représentants politiques. Pendant que Paris s'enfonce dans une crise sans précédent, Giorgia Meloni triomphe sur tous les fronts avec une aisance déconcertante. L'économie italienne affiche des indicateurs positifs qui surprennent les observateurs internationaux habitués à considérer la péninsule comme le maillon faible européen. Les réformes engagées par le gouvernement conservateur séduisent une partie de l'opinion publique européenne fatiguée des discours progressistes qui ne se traduisent pas en améliorations concrètes. La cote de popularité de Meloni monte régulièrement dans les sondages, consolidant sa position comme l'une des leaders les plus influentes du continent. Elle incarne désormais une Italie forte, sûre d'elle, unie derrière une ligne politique claire qui contraste avec la confusion française. Cette inversion des rôles traditionnels entre les deux pays latins fascine les analystes politiques qui voient dans ce basculement le symptôme d'une transformation profonde de l'Europe. Rome, longtemps considérée comme chaotique et instable, devient le modèle de stabilité pendant que Paris. Les analystes politiques européens commencent à théoriser ce qu'ils appellent l'effet miroir entre Rome et Paris, deux trajectoires opposées qui se reflètent mutuellement. D'un côté, une dirigeante conservatrice qui croit fermement en la souveraineté nationale, la stabilité gouvernementale et la fierté patriotique comme moteur du redressement. De l'autre, un chef d'État progressiste usé par le pouvoir, désavoué par son propre camp, prisonnier d'une mécanique politique qu'il ne contrôle plus vraiment. Cette opposition binaire simplifie évidemment une réalité plus complexe, mais elle offre un récit puissant qui structure le débat public européen. Les médias du continent s'emparent de cette grille de lecture pour interpréter chaque développement de la crise française à travers ce prisme. Le succès de Meloni devient la preuve que l'alternative conservatrice fonctionne, tandis que l'échec de Macron démontre l'épuisement du modèle progressiste centriste. Cette narration, aussi réductrice soit-elle, gagne du terrain dans l'opinion publique européenne qui observe avec attention cette confrontation symbolique. Pour la première fois depuis longtemps, l'Europe semble se tourner vers Rome plutôt que vers Paris pour chercher l'inspiration politique, marquant un renversement historique des hiérarchies continentales traditionnelles. Au-delà des considérations diplomatiques et économiques, c'est le symbole qui frappe les esprits et marque les consciences européennes. Le message initial de Meloni, cet espoir formulé qu'un gouvernement conservateur prenne un jour le pouvoir en France, s'est transformé en prophétie autoréalisatrice. Cette phrase résonne maintenant comme un slogan politique repris sur les réseaux sociaux, scandé dans les meetings de droite, partagé par des millions d'utilisateurs. Elle n'a pas seulement lancé un vœu pieux ou une provocation gratuite, elle a réveillé une fracture idéologique profonde qui traverse la société française. Cette fracture n'est pas uniquement politique au sens traditionnel, elle est aussi psychologique et identitaire, touchant à la conception même que les Français se font de leur nation. Les citoyens ont entendu ce message, l'ont compris dans toutes ses implications, et beaucoup s'y reconnaissent dans un mouvement qui dépasse les clivages traditionnels. Dans un pays où la défiance envers les élites atteint des sommets historiques, l'idée d'un changement radical n'est plus perçue comme une menace, mais comme une promesse de renouveau. Cette transformation de la perception collective représente peut-être le changement le plus profond et le plus durable de toute cette séquence politique extraordinaire. La scène la plus symbolique de cette période tourmentée se déroule sans un mot, dans un silence qui dit plus que 1000 discours. Emmanuel Macron apparaît brièvement à la télévision dans une séquence qui sera analysée et commentée pendant longtemps par les historiens et les psychologues politiques. Pas de discours officiel préparé, pas de mots rassurants pour la nation, juste une image brutale et saisissante, celle d'un président debout, seul dans une pièce presque vide du palais présidentiel. Son visage dur tente de masquer une émotion qui affleure malgré tous ses efforts de contrôle. Ses yeux trahissent une humidité que les caméras captent impitoyablement. Il regarde droit vers l'objectif pendant quelques secondes interminables, puis détourne le regard comme incapable de soutenir le poids de millions de regards posés sur lui. Ce silence présidentiel devient assourdissant dans sa signification politique et humaine, révélant l'épuisement d'un homme et d'un système. Les Français qui observent cette scène troublante n'ont pas besoin d'explications ou de commentaires pour comprendre ce qui se joue sous leurs yeux. Ils réalisent que le président qu'ils voient n'est plus le stratège conquérant et sûr de lui qui avait séduit une partie de l'électorat des années auparavant. Cette image d'un Macron vulnérable, presque brisé, marque un tournant dans la perception collective de la fonction présidentielle française. Le chef de l'État qui incarnait la modernité, la réforme audacieuse et la confiance en l'avenir apparaît soudainement comme un homme rattrapé par une réalité qu'il avait longtemps refusé de voir. Son épuisement visible raconte une histoire de fractures accumulées, de crises mal gérées, d'illusions entretenues qui finissent par se fracasser contre le mur du réel. Les années de présidence ont usé cet homme qui pensait pouvoir réformer la France par la seule force de sa volonté et de son intelligence stratégique. Le soir où cette image fait le tour des médias, beaucoup de Français ont le sentiment d'assister non pas simplement à la chute d'un gouvernement éphémère, mais à la fin symbolique d'une ère politique. Les réseaux sociaux amplifient cette perception en diffusant l'image dans des milliers de montages, de commentaires, d'analyses qui transforment ce moment en symbole d'un effondrement plus large.
La puissance de cette scène réside dans son authenticité apparente, dans cette humanité soudainement révélée d'un président qu'on croyait imperméable aux émotions ordinaires. Les analystes politiques européens commencent à théoriser ce qu'ils appellent l'effet miroir entre Rome et Paris, deux trajectoires opposées qui se reflètent mutuellement. D'un côté, une dirigeante conservatrice qui croit fermement en la souveraineté nationale, la stabilité gouvernementale et la fierté patriotique comme moteur du redressement. De l'autre, un chef d'État progressiste usé par le pouvoir, désavoué par son propre camp, prisonnier d'une mécanique politique qu'il ne contrôle plus vraiment. Cette opposition binaire simplifie évidemment une réalité plus complexe, mais elle offre un récit puissant qui structure le débat public européen. Les médias du continent s'emparent de cette grille de lecture pour interpréter chaque développement de la crise française à travers ce prisme. Le succès de Meloni devient la preuve que l'alternative conservatrice fonctionne, tandis que l'échec de Macron démontre l'épuisement du modèle progressiste centriste. Cette narration, aussi réductrice soit-elle, gagne du terrain dans l'opinion publique européenne qui observe avec attention cette confrontation symbolique. Pour la première fois depuis longtemps, l'Europe semble se tourner vers Rome plutôt que vers Paris pour chercher l'inspiration politique, marquant un renversement historique des hiérarchies continentales traditionnelles. Au-delà des considérations diplomatiques et économiques, c'est le symbole qui frappe les esprits et marque les consciences européennes. Le message initial de Meloni, cet espoir formulé qu'un gouvernement conservateur prenne un jour le pouvoir en France, s'est transformé en prophétie autoréalisatrice. Cette phrase résonne maintenant comme un slogan politique repris sur les réseaux sociaux, scandé dans les meetings de droite, partagé par des millions d'utilisateurs. Elle n'a pas seulement lancé un vœu pieux ou une provocation gratuite, elle a réveillé une fracture idéologique profonde qui traverse la société française. Cette fracture n'est pas uniquement politique au sens traditionnel, elle est aussi psychologique et identitaire, touchant à la conception même que les Français se font de leur nation. Les citoyens ont entendu ce message, l'ont compris dans toutes ses implications, et beaucoup s'y reconnaissent dans un mouvement qui dépasse les clivages traditionnels. Dans un pays où la défiance envers les élites atteint des sommets historiques, l'idée d'un changement radical n'est plus perçue comme une menace, mais comme une promesse de renouveau. Cette transformation de la perception collective représente peut-être le changement le plus profond et le plus durable de toute cette séquence politique extraordinaire. La scène la plus symbolique de cette période tourmentée se déroule sans un mot, dans un silence qui dit plus que 1000 discours. Emmanuel Macron apparaît brièvement à la télévision dans une séquence qui sera analysée et commentée pendant longtemps par les historiens et les psychologues politiques. Pas de discours officiel préparé, pas de mots rassurants pour la nation, juste une image brutale et saisissante, celle d'un président debout, seul dans une pièce presque vide du palais présidentiel. Son visage dur tente de masquer une émotion qui affleure malgré tous ses efforts de contrôle. Ses yeux trahissent une humidité que les caméras captent impitoyablement. Il regarde droit vers l'objectif pendant quelques secondes interminables, puis détourne le regard comme incapable de soutenir le poids de millions de regards posés sur lui. Ce silence présidentiel devient assourdissant dans sa signification politique et humaine, révélant l'épuisement d'un homme et d'un système. Les Français qui observent cette scène troublante n'ont pas besoin d'explications ou de commentaires pour comprendre ce qui se joue sous leurs yeux. Ils réalisent que le président qu'ils voient n'est plus le stratège conquérant et sûr de lui qui avait séduit une partie de l'électorat des années auparavant. Cette image d'un Macron vulnérable, presque brisé, marque un tournant dans la perception collective de la fonction présidentielle française. Le chef de l'État qui incarnait la modernité, la réforme audacieuse et la confiance en l'avenir apparaît soudainement comme un homme rattrapé par une réalité qu'il avait longtemps refusé de voir. Son épuisement visible raconte une histoire de fractures accumulées, de crises mal gérées, d'illusions entretenues qui finissent par se fracasser contre le mur du réel. Les années de présidence ont usé cet homme qui pensait pouvoir réformer la France par la seule force de sa volonté et de son intelligence stratégique. Le soir où cette image fait le tour des médias, beaucoup de Français ont le sentiment d'assister non pas simplement à la chute d'un gouvernement éphémère, mais à la fin symbolique d'une ère politique. Les réseaux sociaux amplifient cette perception en diffusant l'image dans des milliers de montages, de commentaires, d'analyses qui transforment ce moment en symbole d'un effondrement plus large. La puissance de cette scène réside dans son authenticité apparente, dans cette humanité soudainement révélée d'un président qu'on croyait imperméable aux émotions ordinaires. Les journaux du lendemain reflètent sans pitié l'ampleur du séisme politique qui vient de frapper la France et déstabiliser l'équilibre européen. Les titres sont implacables dans leur cruauté journalistique, capturant en quelques mots l'essence d'un drame qui dépasse la simple alternance politique habituelle. Les unes parlent des larmes d'un président en fin de règne, de l'Italie qui rit pendant que la France pleure, du naufrage spectaculaire d'un chef d'État qui avait promis de transformer le pays et l'Europe. Ces formules choc, aussi simplificatrices soient-elles, traduisent une réalité politique profonde que personne ne peut plus ignorer ou minimiser. La presse internationale se déchaîne avec une virulence qui surprend même les observateurs habitués aux critiques acerbes du pouvoir macroniste.
Les correspondants étrangers basés à Paris multiplient les reportages sombres sur une République en décomposition qui ne parvient plus à se gouverner elle-même. Cette couverture médiatique massive transforme la crise française en événement global qui préoccupe toutes les chancelleries occidentales. L'image de la France comme nation stable et prévisible, pilier de la construction européenne, vole en éclats sous les coups de cette séquence politique catastrophique. Au milieu de ce chaos médiatique et politique généralisé, une question brûlante s'impose progressivement dans tous les débats européens. Jusqu'où ira cette onde de choc qui a débuté par une simple phrase prononcée à Rome et qui semble désormais incontrôlable dans ses ramifications? Meloni a-t-elle effectivement ouvert une nouvelle ère politique sur le continent, où les gouvernements conservateurs domineront des populations fatiguées des élites progressistes technocratiques? Cette interrogation dépasse largement le cadre franco-italien pour toucher à l'avenir même du projet européen dans son ensemble. Les électeurs de nombreux pays observent avec attention ce qui se passe en France, y voyant peut-être le prélude de transformations similaires dans leur propre nation. Les partis conservateurs et nationalistes de toute l'Europe se frottent les mains devant ce qu'ils considèrent comme la validation de leur ligne politique. Ils voient dans le succès de Meloni et l'échec de Macron la preuve que leur vision du monde correspond mieux aux attentes populaires que le modèle progressiste dominant depuis des décennies. Cette lecture des événements, aussi partielle soit-elle, gagne du terrain dans des sociétés européennes traversées par des doutes croissants sur leur avenir collectif. Face à cette offensive conservatrice qui gagne du terrain sur tout le continent, une question alternative émerge dans les milieux attachés au modèle progressiste. La France humiliée saura-t-elle se relever avant qu'il ne soit trop tard pour éviter un basculement complet du système politique? Cette interrogation angoissée traverse les cercles du pouvoir parisien, où l'on cherche désespérément une stratégie de rebond qui permettrait de reprendre l'initiative. Les partisans de Macron, aussi peu nombreux soient-ils devenus, tentent de construire un récit alternatif selon lequel cette crise ne serait qu'un moment difficile avant une renaissance nécessaire. Mais cette narration peine à convaincre une opinion publique échaudée par des années de promesses non tenues et de réformes avortées. Les intellectuels progressistes multiplient les tribunes pour alerter sur les dangers d'un virage conservateur qu'ils jugent régressif et dangereux pour les libertés. Cependant, leurs avertissements résonnent de plus en plus dans le vide face à des populations qui ne font plus confiance aux élites traditionnelles. La bataille idéologique fait rage dans les médias, les universités, les réseaux sociaux, mais le rapport de force semble basculer inexorablement en faveur des forces conservatrices revigorées par la crise française. Une certitude émerge de cette période de turbulence intense qui secoue les fondements de la politique européenne contemporaine. Cette séquence historique marquera durablement un avant et un après dans la mémoire collective du continent et dans l'analyse des relations de pouvoir. En quelques heures seulement, un gouvernement entier s'est effondré de manière spectaculaire, un président a vacillé publiquement, et une dirigeante étrangère a imposé son influence symbolique sur la scène politique d'un grand pays voisin. Cette concentration d'événements dramatiques dans un laps de temps aussi court révèle la fragilité des équilibres politiques que l'on croyait solidement établis. Rome a parlé avec assurance pendant que Paris se taisait dans un silence humilié, et dans ce contraste brutal une page historique s'est tournée sous les yeux du monde. Les manuels d'histoire politique mentionneront probablement cette période comme un moment charnière où les rapports de force européens se sont reconfigurés de manière spectaculaire. Les étudiants en sciences politiques analyseront pendant longtemps les mécanismes qui ont conduit à un tel effondrement d'un système qui paraissait encore solide peu de temps auparavant. La dimension philosophique de cet événement dépasse largement les considérations politiciennes immédiates pour toucher à la nature même du pouvoir politique. Le pouvoir ne s'effondre jamais brutalement en un seul instant catastrophique, contrairement à ce que les apparences pourraient laisser croire aux observateurs superficiels. Il se fissure lentement, progressivement, dans les regards fatigués de ceux qui y croyaient encore malgré l'accumulation des déceptions et des échecs. Ces micro-effondrements quotidiens, invisibles individuellement mais dévastateurs dans leur accumulation, préparent la chute finale qui apparaît soudaine mais résulte d'un long processus de décomposition. Lorsque les larmes finissent par couler sur le visage d'un dirigeant, ce n'est jamais seulement pour une défaite politique ponctuelle ou un revers tactique limité. Ces larmes expriment quelque chose de plus profond et de plus tragique, la mort d'une illusion soigneusement entretenue pendant des années. L'illusion qu'un homme seul, aussi brillant soit-il, peut transformer une société par la seule force de sa volonté et de son intelligence supposée supérieure. L'illusion que la politique peut se réduire à une communication maîtrisée et à des manœuvres tactiques habiles sans connexion avec les réalités sociales profondes. Les larmes présidentielles observées lors de cette séquence politique extraordinaire racontent également l'histoire d'une solitude absolue au sommet du pouvoir. Malgré les conseillers innombrables, les ministres dévoués, les soutiens politiques qui entourent formellement un président, celui-ci se retrouve fondamentalement seul face aux choix décisifs et aux crises majeures. Cette solitude structurelle du pouvoir suprême devient insupportable lorsque les certitudes s'effondrent et que les stratégies habituelles ne fonctionnent plus du tout. Le président français découvre tardivement que le pouvoir absolu qu'il exerçait reposait sur des fondations plus fragiles qu'il ne l'imaginait dans sa superbe initiale.
Les institutions républicaines, aussi solides soient-elles en apparence, ne résistent pas indéfiniment à l'usure de la légitimité et à l'érosion de la confiance populaire. Lorsque cette confiance disparaît complètement, le pouvoir se retrouve nu, dépourvu de ses attributs symboliques qui faisaient sa force et son autorité. Les semaines qui suivent l'effondrement initial voient la crise française s'installer dans une forme de permanence qui inquiète profondément les observateurs attachés à la stabilité démocratique. Le pays semble incapable de sortir de cette impasse politique malgré les multiples tentatives et les innombrables consultations menées par le président désemparé. Chaque nouvelle initiative présidentielle se heurte à l'opposition farouche d'une assemblée fragmentée où aucune coalition stable ne parvient à émerger durablement. Les partis politiques, engoncés dans leur posture idéologique et leurs calculs électoralistes de court terme, refusent les compromis qui permettraient de débloquer la situation institutionnelle. Cette paralysie décisionnelle a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des Français qui voient les réformes nécessaires constamment repoussées. Les services publics fonctionnent au ralenti, les investissements structurels sont gelés, les décisions importantes sont reportées indéfiniment dans l'attente d'une clarification politique qui ne vient jamais. Le sentiment d'abandon ressenti par les citoyens ordinaires face à cette classe politique incapable de surmonter ces divisions alimente une colère sourde qui pourrait exploser à tout moment. L'Europe observe cette décomposition française avec un mélange de fascination morbide et d'inquiétude croissante pour sa propre stabilité. Les partenaires européens de la France réalisent progressivement que la crise hexagonale n'est peut-être que le symptôme avant-coureur d'une maladie plus générale qui affecte tout le continent. Les mêmes tensions entre élite et peuple, les mêmes fractures idéologiques, les mêmes remises en question des modèles progressistes se manifestent dans de nombreux pays européens à des degrés divers. L'Allemagne elle-même, longtemps considérée comme le roc de la stabilité européenne, montre des signes de fragilité politique inquiétants. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Belgique connaissent des difficultés croissantes à former des gouvernements cohérents face à la fragmentation de leurs paysages politiques respectifs. Cette simultanéité des crises politiques dans plusieurs pays majeurs suggère que l'Europe traverse un moment de transformation profonde dont l'issue reste totalement incertaine. Les institutions européennes elles-mêmes, déjà fragilisées par le Brexit et les tensions migratoires, peinent à répondre efficacement à cette nouvelle vague de contestation qui remet en question leurs fondements mêmes. Dans ce contexte d'incertitude généralisée, les mouvements populistes et nationalistes de toute l'Europe voient leur audience s'élargir considérablement au-delà de leur base traditionnelle. Des électeurs modérés qui n'auraient jamais envisagé de voter pour ces formations commencent à les considérer comme des alternatives crédibles face à l'impuissance manifeste des partis traditionnels. Le discours anti-élite, longtemps marginalisé comme extrémiste et dangereux, devient mainstream dans de larges segments de la population européenne. Cette banalisation des thèmes nationalistes et conservateurs inquiète profondément les défenseurs du projet européen tel qu'il avait été conçu après la Seconde Guerre mondiale. Les valeurs d'ouverture, de multiculturalisme, de construction supranationale qui avaient guidé l'intégration européenne pendant des décennies sont ouvertement remises en question par des majorités croissantes. Le rêve d'une Europe unie et solidaire cède progressivement la place à une vision beaucoup plus fragmentée où les nations défendent leurs intérêts particuliers sans considération pour le bien commun continental. Cette transformation idéologique profonde pourrait avoir des conséquences durables sur l'architecture politique européenne pour les générations à venir. Les médias jouent un rôle crucial dans l'amplification de cette crise en offrant une couverture continue et souvent sensationnaliste des événements français. Les chaînes d'information en continu diffusent en boucle les images du président aux yeux rougis, transformant un moment d'émotion humaine en symbole politique omniprésent. Les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène en permettant la circulation virale de montages, de commentaires, d'analyses qui construisent une narration collective de l'effondrement. Cette médiatisation extrême crée une forme de réalité augmentée où la perception de la crise dépasse peut-être son ampleur objective réelle. Les citoyens bombardés d'informations dramatiques développent un sentiment d'urgence et de catastrophe imminente qui influence leurs comportements politiques et sociaux. Cette spirale médiatique contribue à créer une prophétie autoréalisatrice où l'annonce répétée de l'effondrement finit par provoquer véritablement cet effondrement tant redouté. Les psychologues sociaux s'inquiètent de l'impact de cette surexposition à des contenus anxiogènes sur la santé mentale collective des populations européennes. Face à cette déferlante conservatrice qui semble irrésistible, quelques voix isolées tentent de maintenir vivante une vision alternative de l'avenir européen. Des militants associatifs, des intellectuels engagés, des jeunes générations inquiètes pour leur futur se mobilisent pour défendre les valeurs progressistes qu'ils estiment menacées. Ces contre-mouvements organisent des manifestations, des débats publics, des campagnes sur les réseaux sociaux pour proposer une lecture différente de la crise actuelle. Selon eux, le problème ne réside pas dans l'idéal progressiste lui-même, mais dans son abandon par des élites qui ont trahi leurs promesses initiales. Ils plaident pour un renouveau radical du progressisme qui serait plus authentique, plus connecté aux préoccupations populaires, moins technocratique et élitiste.
Ces voix peinent cependant à se faire entendre dans le tumulte général et face à la puissance communicationnelle des mouvements conservateurs financés généreusement. La bataille pour l'avenir idéologique de l'Europe se joue également sur le terrain du financement politique, où les forces conservatrices bénéficient souvent d'appuis financiers considérables. Cette asymétrie des ressources contribue à créer un déséquilibre dans le débat public qui favorise structurellement les narratifs conservateurs. Les conséquences de cette crise sur la jeunesse européenne méritent une attention particulière, tant elles pourraient façonner l'avenir politique du continent. Les jeunes générations observent avec sidération l'effondrement des certitudes qui structuraient le monde de leurs parents et grands-parents. Ils voient des institutions qu'on leur présentait comme solides et éternelles vaciller, puis s'écrouler en quelques jours sous le poids de leurs contradictions internes. Cette expérience traumatique de l'instabilité institutionnelle pourrait produire deux réactions opposées selon les individus et les contextes nationaux. Certains jeunes pourraient se radicaliser politiquement, se tournant vers des mouvements extrêmes qui promettent des solutions simples à des problèmes complexes. D'autres pourraient au contraire se replier dans l'apolitisme et le cynisme, considérant que toute forme d'engagement politique est vaine face à des systèmes fondamentalement corrompus. Une troisième voie, minoritaire mais significative, pourrait voir émerger une génération de militants déterminés à reconstruire la politique sur des bases radicalement nouvelles. Ces jeunes activistes expérimentent de nouvelles formes d'organisation collective, de prise de décision démocratique. Ce retournement spectaculaire entre Macron et Meloni montre que rien n'est jamais acquis en politique internationale. La France vacille, l'Italie avance et chaque décision pourrait redessiner l'équilibre européen. Vous l'avez vu, les enjeux sont énormes et les conséquences pourraient être encore plus profondes que ce que l'on imagine. Merci pour tous vos commentaires, vos analyses et vos réactions, ils sont essentiels pour faire vivre cette communauté. N'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo si vous avez apprécié. Et maintenant, une dernière question. Et si ce n'était que le début du choc le plus imprévisible de l'histoire européenne ?